Coucou mon pompon. Aujourd'hui, je te propose de te plonger à nouveau dans l'anime Bleach sur lequel je m'étais déjà penché avec son héros Ichigo et plus précisément l'usage de son Bankai lors de l'épisode 30 de ce podcast. Alors, je te dis ça maintenant parce que j'y avais fait en intro un méga résumé, certes grossier parce que Bleach, laisse tomber les tiroirs en termes de catégorie de pouvoir et tout, c'est un vrai merdier, mais bon, si tu veux situer un peu mieux de quoi on cause, tu trouveras les infos là-bas, je vais pas tout reprendre ici. Ceci dit, tu peux tout à fait écouter cet épisode sans. Concernant le personnage du jour, Ulquiorra, je vais quand même donner quelques points de contexte. Tu me connais, je vais pas te laisser errer sans aucun point de repère, mon petit pompon. Et on va aborder des thématiques de toute façon assez universelles et accessibles à tous, du type les richesses de l'être humain, tu vois. Et pourtant, moi, il m'en faut pour lui trouver des richesses à celui-là. C'est quand même la bestiole la plus nuisible que la Terre ait supportée. Visiblement, j'ai déjà quelques points communs avec notre bad guy du jour, tiens. Alors, présentons un peu notre Gugus. Ulquiorra Seifer plus exactement, a été l'antagoniste principal d'Ichigo sur plusieurs saisons. Je parle en saison car guess what, je n'ai pas lu les mangas, attendu que je suis une mécréante qui fait rien que regarder les animes, et en plus je n'ai aucune idée de ce que donne la nouvelle mouture de la série. Je t'avais déjà expliqué que comme on nous avait proposé un arc bien fini, j'ai pas trop envie d'être déçue en voyant que ça tire sur la corde jusqu'à l'user. Bon, peut-être je me trompe et c'est chiant, mais nocé. Soyons bien d'accord qu'à une exception près, où ce que je me suis quand même un peu rencardée, car j'ai 70 ans et je vis chez les Marlous de Paname apparemment, où je me suis un peu renseignée donc pour parler correctement sur l'origine story de la personne, on cause de l'anime originel ici, point barre. Or donc, antagoniste principal sur autant de temps, c'est franchement pas rien dans un shonen, puisque le passage de niveau du personnage dépend de la force de l'ennemi qu'il combat. On passe donc souvent d'un vilain à l'autre qui est encore plus vilain, à l'autre qui est méga balèze vilain, bref, t'as compris. Or, Ulquiorra, il reste le point à atteindre longtemps. Et pourtant, il n'est pas le boss de fin, nous y reviendrons. Ce personnage, il a été super marquant et moi, personnellement, tu t'en doutes, si je lui consacre un épisode, il m'a beaucoup, mais alors beaucoup intéressé. Allez, point contexte, c'est parti. Ichigo, le héros, est un humain, plus ou moins. Il se bat aux côtés de la Soul Society, une partie du monde des morts censée incarner les gentils. Bon, en vrai, bif-bof. Mais il a aussi une part de pouvoir plus sauvage, identique à celui des ennemis des bons Shinigami, une part holo. Ulquiorra est un holo. Il appartient à l'autre partie de l'au-delà, celui des âmes humaines corrompues, le Wekamundo. Ça aussi, on va y revenir. Les holos, de base, ils portent un masque d'os comme une sorte de squelette externe et tous, plus évolués ou non, ont un trou béant et vide dans le corps en lieu et place du cœur. Tous, sauf un qui varie un peu, devine qui ça peut bien être d'ici plus Pompex. Pour monter en grade et devenir un Arrancar, le holo doit avoir été capable d'arracher, au moins partiellement, son masque pour laisser apparaître une apparence plus humanoïde et obtenir des pouvoirs très cousins de ceux des Shinigami. On apprendra qu'en réalité, c'est le boss de fin, Aizen, un Shinigami traître, qui crée cette caste de holo. Parmi les Arrancars qui ont donc été boostés dans leur niveau, on trouve la troupe d'élite, les Espadas, j'y reviendrai aussi. Ulquiorra fait partie de ceux-là. Ok. Mais il reste une autre classification chez les holos. Indépendamment de l'arrachage du masque, même si cela va souvent de pair, il y a une histoire d'évolution qui préexiste à celle forcée par Aizen. Une évolution plus au sens propre.
Cela implique aussi un passage au niveau supérieur, mais c'est plus comme une mutation. Un simple holo, s'il se repaît de ses semblables, entre dans la catégorie cannibale des Menos Grande. Il peut alors connaître 3 évolutions. Le Gillian, on s'en fout un peu, c'est juste un gros holo. La Jukas, qui est une forme animale, un de mes arancars préférés, Grimjo, est ainsi montré sous sa forme féline. On y perçoit toute la sauvagerie nécessaire à la survie d'une part, mais aussi à retrouver une personnalité dans cet enfer désertique qu'est le Hueco Mundo. La forme de la Jukas est l'expression primale d'un retour de l'esprit dans cette enveloppe plutôt zombifiée jusqu'alors. Tous ceux arrivés jusque-là, et c'est déjà très chaud, n'auront pas ce qu'il faut pour aller plus loin et devenir un Vastolord. Le top du game, la noblesse un peu, c'est ce que le titre de Lord sous-entend. Ulquiorra est donc au sommet des 2 évolutions, Vastolord et Espada. C'est déjà méga stylé, hein? Eh ben prépare-toi parce que ça, c'est rien par rapport à ce qui fait tout l'intérêt de ce personnage nihiliste qui semble pourtant irrémédiablement fasciné par les rouages du cœur. Les espadas sont, plus ou moins parce qu'il y en a qui en sortent et reviennent, mais grossièrement, les espadas sont au nombre de 10. Aizen n'a visiblement pas pu s'empêcher de structurer le Hueco Mundo à l'image de la Soul Society et de ses 13 divisions. Bref, chacun et chacune, même si des filles, il n'y en a pas des masses, est affublé d'un numéro tatoué sur le corps qui rend compte de son rang de puissance dans cette troupe. Ulquiorra semble pendant longtemps être le plus puissant. Aux yeux d'Ichigo, s'il parvient à le vaincre lui, alors il aura la force de gagner face à tous les autres. Oui, mais notre héros va découvrir avec horreur lors d'un combat que le nombre inscrit dans la peau de son ennemi n'est que le numéro 4. Et comme la différence de niveau entre lui et le numéro 6, Grimjo, était gigantesque, comme s'il ne jouait vraiment pas dans la même cour, pour si peu de différence dans les nombres, ça te laisse imaginer la surpuissance potentielle du Primera Espada. Gros moment de désespoir absolu cette révélation pour Ichigo. Cependant, 2 choses semblent indiquer que l'instinct du jeune homme ne l'a pas totalement entourloupé. D'abord, bien qu'étant la Quarta Espada seulement, Ulquiorra semble bénéficier de la confiance particulière d'Aizen. Il fait un peu figure de bras droit. Ensuite, même Aizen ignore une chose qu'Ulquiorra ne révélera que lors de son combat final contre Ichigo. Il a accès à une 2e résurrection. Les résurrections chez les espadas, c'est un peu comme les bankai chez les shinigami. C'est une libération d'énergie qui permet d'atteindre un niveau de puissance supérieur. Celle d'Ulquiorra est englobée, enferme. Intéressant pour une libération d'énergie. Ce n'est pas sans rappeler le principe de l'épée plus petite, plus courte, ramassée d'Ichigo en bankai. La segunda etapa de résurrection d'Ulquiorra, qu'il est le seul espada à atteindre, c'est cette balésitude qu'il a cachée à Aizen, c'est ce qu'il appelle le véritable désespoir. Allez, la grosse marade. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant puisque chaque espada est le porteur d'un des visages de la mort. L'un c'est la vieillesse, l'autre la violence, etc. Ulquiorra, ce qu'il porte, c'est le néant. C'est pour ça que je te parlais de nihilisme tout à l'heure. Ce serait d'ailleurs très tentant de rapprocher ces 3 états de puissance des 3 formes de nihilisme selon Nietzsche. La première est passive. On voit le monde tout pourri et on a conscience que sa meilleure version ne pourra jamais exister. Cela consiste aussi à se réfugier dans un arrière-monde, celui des idées en philo, le Hueco Mundo, littéralement monde creux, dans l'anime. Note que le monde des holos est le monde vide. Si Ulquiorra n'en est pas l'incarnation exacte, je bouffe ma super combi. La 2e forme, première résurrection, est active. La force est de ne pas se laisser abattre par l'absurdité et de trouver d'autres valeurs, d'accepter de vivre ce monde, de l'accueillir en somme, comme Englobé le suggère.
Note aussi que cela expliquerait l'allégeance d'Ulquiorra à Aizen en tant qu'acceptation de nouvelles valeurs. En l'occurrence, une voie vers le chaos puisque rien n'a de sens. Dernière forme qui découle de la deuxième, comme la seconde résurrection, le nihilisme de la pensée. Rien n'est vrai, c'est la négation absolue de l'être, une sorte de véritable désespoir en somme. Je vais revenir à cette idée tout à l'heure, mais pour le moment ce qui m'intéresse c'est que selon Nietzsche, cela élèverait l'esprit à un rang divin. Or, ce terme, résurrection, il est très important. Pas seulement parce qu'il fait écho à la capacité de régénération des Menos Grande et autres holos upgradés, mais parce qu'il invoque bien l'idée de sortir du monde des morts. Je t'ai expliqué tout à l'heure que l'accès à la forme d'Adjukas dépendait déjà de la présence d'une personnalité propre chez l'individu. Bon, là, il s'agit carrément d'une résurgence de l'âme. Ressusciter, c'est le miracle des dieux. Or, penchons-nous un peu sur l'apparence d'Ulquiorra. Comme bon nombre d'espadars, il est très noir et blanc, comme un dessin qui n'aurait pas été colorisé. Seule trace de vie, ses yeux verts et les traînées émeraudes qui traversent son masque de marbre, comme les cicatrices d'anciennes larmes. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. C'est ce qu'Ulquiorra a visiblement abandonné pour devenir l'espada du néant. Dans sa backstory, on apprend qu'il vient d'un plan sans aucune couleur où il était privé de toute stimulation sensorielle. Je rappelle que ça fait partie des privations qui font perdre la raison, littéralement, sauf de la vue, qui cependant ne connaissait aucune stimulation, puisque monde en noir et blanc. Il vient de ce vide, peuplé néanmoins de créatures ressemblant étrangement à sa métamorphose de résurrection. Certains avancent la théorie selon laquelle Ulquiorra n'est pas une ancienne âme humaine, mais appartient à un peuple natif du Huecomundo. Moi, je trouve ça très intéressant, mais pour ma part, j'y vois plutôt une réécriture de la chute de Lucifer. Ulquiorra ne serait en effet pas un ancien humain, mais une essence divine déchue, un ange damné devenu noir comme Lucifer. Si tu observes ces formes de résurrection, on retrouve les ailes noires, les cornes, les pieds fourchus, la queue de démon. D'ailleurs, même sous sa forme première, il a ce côté dandy, la veste ajustée, l'allure nonchalante mais altière, les mains dans les poches, le verbe qui sème le trouble et le doute entre les amis, tout ce dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode sur le capitaine Crochet et cette incarnation de la figure diabolique. Et puis le vert, mon pompon. Je l'ai également déjà évoqué, notamment avec Maléfique, ce n'est pas que la couleur de l'espoir, c'est aussi celle du diable. Pour s'extraire de ce monde vide, il faudrait remettre la main sur ce qui a été perdu, sur le secret que les héros humains qu'il combat semblent encore détenir dans ce qu'ils appellent le cœur. Un autre philosophe, adepte d'un nihilisme pessimiste, Sioran, a écrit un truc que franchement on croirait que c'est sorti de la bouche même de notre espada du néant. Contre l'obsession de la mort, les subterfuges de l'espoir comme les arguments de la raison s'avèrent inefficaces. C'est exactement par ce genre de réflexion qu'il torture mentalement Inoue. La jeune femme, amie d'Ichigo, sert bien évidemment de figure de princesse enlevée qu'il faut aller délivrer dans le Huecomundo, le coup classique de l'appât de la demoiselle en détresse. Je vais passer sur mon agacement profond, sinon on en a pour des plombes. Et déjà, ça fait bien longtemps que tu jacasses peu cher. Et oui, je sais, Kachi, je mets le turbo, promis. Or donc, Ulquiorra s'adresse ainsi à Inoue en parlant de ses amis. Qu'il te trouve ou pas ne changera rien au fait que tu vas mourir. Parler de vos sentiments, vous confier à quelqu'un à l'article de la mort vous amène une sorte de réconfort à vous les humains. C'est inutile, le destin est déjà scellé. Il lui demande alors si elle a peur. Elle répond que non, qu'elle sait que ses amis sont venus pour la sauver et que ça suffit à apaiser son cœur. Voici qui éveille l'interrogation de l'espada. Ton cœur, tu dis ? Vous, les humains, vous utilisez toujours ce mot si légèrement.
Est-ce que c'est une chose que tu peux tenir dans la paume de ta main? Dis-moi, qu'est-ce que le cœur? Si je te perce un trou dans la poitrine, est-ce que je le verrai? Si je t'ouvre le crâne en deux, est-ce qu'il sera là? Bien sûr, Ulquiorra fait référence au trou dans le corps des holos dont je te parlais, mais le sien est plus haut, plus proche de la gorge, comme s'il n'avait jamais vraiment perdu son cœur, juste oublié l'écho de son battement. C'est ce mécanisme de vie et d'espoir qui le fascine, même s'il avait déjà conçu une grande curiosité quasi scientifique pour Inoue qui, comme Ichigo et Chad, est une humaine qui exploite des pouvoirs similaires à ceux des holos. Dans son cas, il s'agit d'un pouvoir de protection. Elle déploie un bouclier solide qu'elle peut projeter vers ceux qu'elle aide et d'un pouvoir de guérison. Oui, on est dans la défense et le care, c'est une fille, ça me saoule, je passe. Or, d'après Ulquiorra, il ne s'agit pas d'une régénération comme le font les holos, mais d'une torsion de l'espace et du temps. Inoue réécrit le réel pour l'améliorer. Exactement ce en quoi le nihiliste passif refuse de croire. Bim. Ha. Alors, tu l'avais pas vu venir celle-là, Pompix. Voilà ce qui va ouvrir le chemin d'Ulquiorra vers sa mort, mais aussi sans doute vers le retour de son âme. Lorsqu'Ichigo arrive pour délivrer Inoue, il fait remarquer à l'Espada qu'il parvient beaucoup plus facilement à lire ses mouvements, et il s'interroge. Est-ce parce que la part de holo en lui grandit, ou est-ce parce qu'il décèle quelque chose de plus humain chez son ennemi? Ces deux-là sont vraiment les deux faces d'une même pièce, une photo et son négatif. Ichigo n'est mu que par l'amour qu'il porte aux autres et qui lui donne la force de se relever 1000 fois, et la certitude qu'il vaincra. Il incarne ainsi l'espoir insufflé dans le cœur de ses camarades. Il est la couleur quand Ulquiorra est ce qui l'absorbe comme un trou noir. Lors de leur combat final, la mort d'Ulquiorra se fera d'ailleurs par son effacement progressif, comme un retour au néant. D'abord une aile s'évapore, puis le corps, petit à petit, part en fumée. Inoue l'observe, pleine de compassion. L'Espada se remémore alors leur échange sur la peur et le cœur. Il tend la main vers elle, en murmurant « Je vois, son cœur avait raison. » Et bim, la main généreuse d'Inoue ne saisit rien, celle d'Ulquiorra a disparu, probablement refermée sur le secret de l'âme que le vide lui avait volé. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'Ulquiorra et de sa très belle quête de l'être et de l'âme, puisque c'est tout de même un sujet qui est très souvent exploité chez les vilains de ce type-là, en tout cas, que ce soit en littérature, dans les mangas, dans les films, peu importe. Et moi, il m'a tout de suite fait penser à une sophronisation que je voulais te présenter aujourd'hui, qui s'appelle la sophromanence, S-man pour les intimes. Je vais passer sur le nombre de blagues que j'ai envie de faire sur ce diminutif. Donc il s'agit d'une sophronisation du 4e degré. Je ne t'en ai présenté pour le moment qu'une seule. De toute façon, dans le type en tout cas de sophrologie que je pratique, hein, tu l'auras compris au fil des épisodes, il y a plein d'autres types d'exercices possibles selon les écoles de sophro, les branches de la sophro, etc. Moi en tout cas pour ma part, on en fait très peu des exercices du 4e degré. Il n'y a qu'un seul exercice dans les relaxations dynamiques qui correspond à ce degré-là. Et il n'y a que 3 sophronisations qui entrent dans cette catégorie. Je t'avais présenté la première, la SPV, Sophro-Présence des valeurs avec Lagertha. Je t'en avais d'ailleurs reparlé pendant l'épisode de Noël avec Ron. Et les 2 autres comportent le même terme, tu l'as entendu, un sophromanence. La semaine prochaine, je te présenterai l'autre puisqu'elle part exactement sur le même principe, juste avec un petit twist dont je ne te parle pas pour le moment. Elle s'appellera la sophro-rétro-manence. Mais donc dans les 2 cas, on retrouve ce terme de manance, donc ça vient de manare en latin qui a donné manar en espagnol. C'est très cool pour parler d'un espada puisque tu l'auras sans doute entendu dans le Huecomundo, le vocabulaire est hispanique. Donc ce terme de manar, c'est la même racine en français que
émane, ce qui émane de manance, manare, manar. C'est ce qui ruisselle, ce qui naît d'eux. C'est donc une question de revenir à la base, à l'origine qui fait pousser, si on peut dire, tout le reste. Si on enlève tout, à la base de la base, on a une vie dans un corps d'être humain. Ça permet de reprendre conscience de la richesse de l'être humain, de tout ce qui est dans notre nature d'être humain et donc toutes les capacités que nous sommes en capacité, merci les répétitions, d'utiliser. Alors, avant d'aller plus loin, je fais tout de suite un disclaimer sur quelque chose auquel j'accorde quand même un petit peu d'attention moi, quand j'anime cette sophronisation-là. C'est quand même un vocabulaire et une manière de porter son attention sur les capacités de l'être humain très validiste. On est en train d'observer les capacités de l'être humain à marcher, courir, nager, à penser d'une certaine manière, formuler sa pensée d'une certaine manière, etc. etc. Ce qui, évidemment, on cherche toujours à entrer dans quelque chose d'un petit peu généraliste, on va dire l'être humain tel qu'on pourrait en dessiner les contours de manière très grossière. Bon, il s'agit quand même toujours de bien repréciser qu'on est dans cette conception validiste-là, même avec un client ou une cliente valide ou qui ne présente pas de neuroatypie ou etc. Déjà, on ne sait pas forcément tout sur le client ou la cliente. Et puis, même dans ce cas-là, moi je sais que personnellement, si on me l'a fait, c'est un des trucs, ça va me faire bugger en cours de route. Je vais tout de suite me dire, tous les êtres humains ne marchent pas, tous les êtres humains ne courent pas, tous les êtres humains ne savent pas nager, tous les êtres humains n'entendent pas, tous les êtres humains n'ont pas la vue à disposition, tous les êtres humains ne peuvent pas s'exprimer de la même manière, etc. etc. Donc c'est bête, mais c'est quelque chose qui va, moi, me faire sortir complètement de la sophro. Donc évidemment, comme d'habitude, aujourd'hui, moi je vais l'animer de manière très basique, comme elle est proposée telle qu'elle, mais déjà on pense bien à adapter les termes si on a en face de soi quelqu'un de non valide, peu importe de quelle manière. Et puis, même en amont, moi je trouve ça toujours bien de prévenir le sophronisé ou la sophronisée, d'en discuter très vite auparavant, juste pour évacuer ce doute, ce questionnement en fait qui pourrait venir lui parasiter le cerveau en plein milieu de la sophronisation. On va parler de grosses généralités et sans que ça exclue forcément dans notre manière de le concevoir qui que ce soit. Voilà, ça c'est le petit disclaimer qui, à mes yeux en tout cas, est important parce que dans sa manière d'être présentée, elle a ce petit côté un peu gênant, celle-ci. D'ailleurs, on retrouvera exactement le même problème dans celle de la semaine prochaine. Donc, ceci étant dit, donc on va proposer au sophronisé ou à la sophronisée d'énumérer donc les capacités, on va dire les capacités valides de l'être humain, et en fait ça va lui permettre de constater qu'il les possède, ou en tout cas qu'il en possède certaines, s'il ne les possède pas toutes, bien évidemment. L'idée, c'est un petit peu de se raccorder avec son essence de potentialité, de capacité à faire des choses quand même extraordinaires. Si on pense un tout petit peu à la capacité du corps à faire des choses, la capacité de l'esprit à penser des choses, on est quand même une assez jolie mécanique. On ne s'en sert pas toujours à bon escient de cette jolie mécanique, ça c'est autre chose, mais c'est toujours un peu fascinant en fait d'aller observer la vie. C'est pour ça qu'on écarte vite cette question validiste, parce que le but de l'exercice, c'est pas ça, c'est pas de montrer un corps en parfait fonctionnement et un esprit en parfait fonctionnement, mais c'est de ramener un petit peu simplement le côté incroyable qu'il y ait des choses qui fonctionnent, que cet assemblage-là de matière puisse créer une pensée et puisse vivre tout simplement. Ramener à ça, très étrangement et de manière en apparence paradoxale, c'est aussi un moyen de prendre du recul, même si
On ne la propose pas pour cette intention-là, parce qu'elle est très complexe et que ça interviendrait trop tôt dans un processus d'accompagnement. On ne la propose pas du tout dans la première phase, dans la curative. Elle n'est présente que dans la deuxième phase, la préventive. Malgré tout, il y a quand même cet aspect-là où aller loin à l'intérieur, c'est comme monter haut au-dessus de soi. Pour moi, il y a exactement le même fonctionnement, c'est comme se décentrer, se recentrer, c'est comme une respiration, c'est comme l'inspiration et l'expiration à mes yeux. Il y a quand même l'idée de relativiser et de remettre l'essentiel au centre, peu importe dans quel sens on va, si on s'éloigne ou si on se rapproche de l'intérieur. Donc c'est une sophronisation qu'on va beaucoup utiliser pour notamment constater qu'on est capable en fait de s'adapter par exemple à plein de situations différentes quand on se sent un peu dépassé, un peu rigide, un peu apeuré même pourquoi pas par certains changements professionnels ou dans la vie personnelle, peu importe. On va venir utiliser aussi cette sophronisation pour aider à retrouver un sommeil meilleur en s'imprégnant tout simplement de sa capacité naturelle à dormir. On va venir aussi travailler sur la mémoire en s'imprégnant de sa capacité de mémorisation, sa capacité humaine à faire ça. Et puis enfin, on va travailler possiblement sur le fait de favoriser la reconstruction physique ou de renforcer le métabolisme, puisque on va pouvoir s'imprégner de la capacité à se régénérer ou de manière beaucoup plus large, s'imprégner des capacités naturelles du métabolisme. C'est vraiment le sens premier de cette sophronisation. Donc elle ne sert pas dans énormément d'occasions, on ne l'utilise pas du tout pour prendre confiance en soi, travailler l'estime, la motivation, préparer l'événement. Encore que elle pourrait servir, mais tu verras que la semaine prochaine, l'autre exercice, la rétromanence, oui, je te spoil un peu, mais dans l'autre exercice, en fait, pourquoi on s'en sert pour la confiance, l'estime, les motivations, préparer l'événement, c'est parce qu'on va venir ajouter ses capacités personnelles, celles dont on a repris conscience, qu'on a réacquises, qu'on a repris en main quelque part pendant l'accompagnement, pour venir les ajouter aux capacités de base de l'être humain, si on peut dire. Donc c'est pour ça tout simplement qu'on utilise plutôt celle-là, donc la suivante, celle de la semaine prochaine, et pas celle de cette semaine, la sophromanence entre guillemets simple. En revanche, tu as bien entendu les similitudes entre ce qu'elle apporte et notre héros / vilain du jour, puisqu'en réalité, le principe même d'être un holo upgradé, espada, vastolord, etc., c'est d'avoir su remettre la main sur ses capacités naturelles et les exploiter au mieux. On est bien sur des personnages qui savent faire de la reconstruction physique, renforcer leur métabolisme, qui sont justement dans cette idée de se régénérer, de se réinventer, etc. Mais il y a aussi quand même cette idée de capacité très particulière liée à l'être humain, et c'était tout l'intérêt presque d'étude d'Ulquiorra, qui a une sorte de répulsion-fascination pour les êtres humains, et tout d'un coup, dès qu'il a trouvé ce point d'accroche de curiosité et aussi probablement un peu d'intérêt amoureux, on ne le dit pas vraiment, c'est un peu en creux, etc., mais bon, vu que c'est une demoiselle en détresse, tu as compris, tout d'un coup, il va déclencher justement cet intérêt profond pour ce qui fait l'être humain, ce qui le meut, ce qui lui donne cette énergie de continuer à se battre en vain, ce qui est assez paradoxal puisque lui-même se bat, mais je te l'ai expliqué, c'est parce que lui, il met son allégeance dans de nouvelles valeurs qui apportent le chaos, qui participent en fait à son idée du néant et de quelque chose qui est déjà en route. Il ne met pas d'ailleurs d'affect dans le fait de se battre. C'est vraiment comme s'il se laissait lui-même être un outil du destin. Et donc se reconnecter à cette richesse de l'être humain, c'est ce qui va lui permettre aussi d'accepter sa mort
et de remettre aussi la main sur ce qui l'a fait, ce qui a fait de lui peut-être un être humain auparavant, ou en tout cas une âme qui existait auparavant. Voilà pourquoi j'avais choisi ce personnage. Tu l'auras donc compris, ce n'est pas une sophronisation que je te conseille de faire comme ça au débeauté. Je vais quand même l'animer entre guillemets pour de vrai, sans en faire une simple lecture. Comme elle ne repose pas sur des souvenirs ou ce genre de choses, elle est malgré tout accessible si tu as un peu l'habitude de pratiquer des relaxations et des sophronisations, pourquoi pas. Si tu as besoin et ben justement de te reconnecter un petit peu avec la richesse naturelle qui est en toi, et ben ça peut être un bon exercice. Comme d'habitude, gros disclaimer, si tu es atteint ou atteinte d'un trouble du type TDI ou schizophrénie, je te déconseille vivement de pratiquer les sophronisations, en tout cas sans encadrement ou avis médical, puisque ça peut provoquer un état de dissociation, par exemple, qui n'est à mon avis pas ce que tu recherches en écoutant un petit podcast pop culture. Donc si c'est ton cas, mon pompon, je te dis à la semaine prochaine, prends grand soin de toi. Et si tu es curieux ou curieuse et ou que tu as envie de pratiquer cet exercice, eh bien on va pouvoir commencer. Je te laisse t'installer bien confortablement, assis dans un bon fauteuil, un canapé, une chaise si tu n'as rien d'autre sous la main, ça marche aussi même si ce n'est pas l'idéal, ou bien allongé si tu préfères, pareil, essaye de te placer confortablement, pense bien à retirer tout ce qui pourrait un petit peu te gêner, n'hésite pas à mettre un petit plaid sur toi si tu as peur d'avoir froid, parce que souvent quand on est en relaxation comme ça, statique, on peut avoir un peu froid, j'oublie souvent de te le préciser ça. Mais c'est important de garder un petit peu de chaleur, surtout en cette période. Essaye de bien te caler, notamment la nuque. De toute façon, je te rappelle que au fur et à mesure de l'exercice, tu ne dois pas hésiter à bouger légèrement, à changer ta posture si tu sens une petite tension, quelque chose de désagréable. Fais notamment bien attention à ton dos et à ton cou. Ce sont des parties du corps souvent qu'on ne sent pas s'ankyloser entre guillemets, et c'est une fois qu'on bouge de nouveau, qu'on remet le corps en mouvement, qu'on sent qu'on aurait dû bouger un petit peu. Donc écoute-toi bien. De toute façon, reste très à l'écoute de tes ressentis, de tes sensations, notamment pendant la partie d'induction, donc de relaxation avant la visualisation. Laisse venir ce qui te vient, ne te laisse pas entraver par les mots et les propositions que je vais donner. Suis bien le son de ma voix pour suivre les étapes, mais si tu n'en es pas tout à fait à ce point-là, que tu es déjà un petit peu en avance, c'est pas grave, ça va se réguler, tu vas te remettre sur le rythme au bout d'un moment, donc peu importe, laisse venir comme ça vient, c'est le but aussi. Et puis ma foi, essaye de prendre, si tu fais cet exercice vraiment, ce temps pour toi, pour essayer vraiment de te reconnecter un petit peu avec ta nature et avec toutes les capacités qu'elle te propose. Si tu es prêt ou prête, mon pompon, je te propose de fermer les yeux et je te laisse d'abord te concentrer sur le haut de ton crâne. Essaye d'imaginer tout ton cuir chevelu qui s'étire, s'étale comme une flaque tranquille. Laisse-le s'étirer jusqu'aux oreilles qui s'abaissent doucement. Relâche même les oreilles internes. Laisse ton front se lisser. Essaie de créer un peu d'espace entre tes sourcils. Relâche complètement tes paupières. Laisse tes yeux se reposer. Relâche tes tempes, tes joues. Laisse les ailes de ton nez se relaxer. Concentre-toi uniquement sur ta respiration ample
régulière. Sens l'air frais entrer à chaque inspiration dans tes narines et remarque la chaleur de cet air à chaque expiration. Laisse cette chaleur douce détendre tes lèvres. Relâche complètement tes mâchoires. Laisse ta langue reposer sur les dents du bas. Et souviens-toi que tu peux déglutir normalement à tout moment. Prends conscience que toute ta tête est relâchée. Accueille maintenant cette sensation de détente autour de ton cou. Sens ta nuque se décrisper doucement. Laisse tes épaules s'abaisser complètement. Relâche les muscles de tes bras jusqu'au coude. Laisse tes avant-bras se reposer lourds. Relaxe complètement tes poignets et laisse les muscles de tes mains s'étirer de la paume jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs sont relâchés. Ressens maintenant ce point de détente arriver entre tes omoplates. Imagine ce point grossir, s'étirer. Laisse tes omoplates s'écarter, ton dos s'arrondir. Relâche tous les muscles le long de la colonne jusqu'en bas du dos. Focalise maintenant toute ton attention sur ta respiration dans la cage thoracique. Écoute ce souffle lent, régulier. N'hésite pas à amplifier légèrement chaque inspiration et chaque expiration. Laisse ce rythme lent, paisible détendre tes côtes. Sens ton torse s'abaisser doucement. Laisse ton ventre se dénouer. Relaxe ton bassin. Relâche tes fessiers. Prends conscience que tout ton buste est relaxé. Et laisse maintenant cette douceur s'étendre dans tes cuisses. Laisse tes muscles se relâcher jusqu'aux genoux. Laisse la détente glisser tout le long de tes tibias jusqu'aux chevilles. Sens tes mollets s'assouplir. Relâche complètement les chevilles. Laisse tes pieds s'étirer du talon jusqu'aux orteils.
Prends conscience que tes membres inférieurs sont relâchés. Prends conscience que tout ton corps est calme et détendu. Je te propose maintenant de visualiser l'enveloppe extérieure de ton corps. Imagine-toi maintenant traverser ton épiderme et découvre ton monde intérieur. Effectue comme une visite. Observe tes organes. Porte attention aux tissus qui te composent. Observe les vaisseaux. Et imagine-toi maintenant entrer dans tes cellules, entrer dans leur noyau. Figure-toi la forme de tes chromosomes. Imagine comme une longue chaîne d'ADN qui les constitue. Prends conscience du patrimoine génétique de l'humanité. Focalise maintenant toutes tes pensées sur les capacités physiques de l'être humain. Évoque sa possibilité de marcher, savoure sa capacité à courir, pense à sa possibilité de nager. Apprécie aussi son habileté à utiliser des outils. Admire sa faculté à se régénérer, se ressourcer. Prends le temps de valoriser toutes ces adaptations physiologiques. Visualise ses capacités physiques comme les maillons d'une chaîne naturelle. Prends conscience de la force de ces maillons. Et focalise-toi maintenant sur les capacités mentales de l'être humain. Savoure la richesse de ses émotions. Apprécie ses aptitudes au langage. Admire les mécanismes de sa mémoire. Prends le temps de valoriser ses facilités d'anticipation, sa capacité de projection. Visualise ses capacités mentales comme les maillons d'une chaîne naturelle. Prends conscience de la force de ces maillons. Je te propose maintenant d'unifier toutes ces capacités ensemble, les physiques
et les mentales. Assemble tous ces maillons pour former une seule et même chaîne naturelle, incassable. Prends conscience de la puissance de ces capacités réunies que tu possèdes. Tu peux maintenant terminer doucement ton voyage dans ton intérieur. Visualise ta chaîne ADN solidifiée par cette union. Observe la transformation de tes chromosomes. Constate l'évolution de tes cellules. Savoure cette transformation en toi. Et prends conscience de la nouvelle vitalité de ton corps. Pour ancrer cette sensation de vitalité profonde, naturelle en toi, à mon signal et à mon signal seulement, tu prendras une longue inspiration par le nez, puis tu bloqueras ton souffle, tu penseras très fort à tes ressentis positifs liés à cette vitalité naturelle. Puis tu souffleras doucement par la bouche pour diffuser ces ressentis partout en toi. C'est à toi. Inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration, concentre-toi très fort sur ces ressentis vitaux. Et souffle doucement par la bouche. Diffuse toute cette vitalité en toi. Retrouve ta respiration naturelle. Garde à l'esprit que cette vitalité, ces capacités naturelles unies sont présentes en toi. Garde en tête que tu peux y puiser naturellement au quotidien. Tu peux doucement reprendre conscience des bruits qui t'entourent dans la pièce où tu te trouves, à l'extérieur de cette pièce. Reprends conscience des points d'appui de ton corps, les pieds, les jambes, les fesses, les bras, le dos, la tête. Prends une longue inspiration pour te dynamiser et souffle fort par la bouche. N'hésite pas à bouger doucement les pieds, les mains, la nuque, les épaules. Étire-toi si tu en as envie, bâille si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.